conférence. Je voudrais peut-être commencer par vous dire que je ne viens pas à vous apaiser comme je l'espérais, car nous avons eu droit, il y a quelques heures à peine, à l'expression la plus directe et spectaculaire de la subsistance de l'ennemi. Une subsistance bravache, pitoyable, crépusculaire, une subsistance néanmoins. L'être qui, un an durant, a privé les étudiants de la plus prestigieuse université du continent, sur instruction politique, de leur accès à leur campus, a pu décider aujourd'hui encore de l'interdiction de cette conférence et de cette prise de parole. Il était minuit passé lorsque cet être, habitué à vivre couché, faisant un immense effort, se levait, non pour rendre service, mais pour nous rappeler ceci, qu'il n'avait non seulement pas encore été évacué dans les litières de l'histoire, mais qu'il détenait, jouissait et se montrait décidé à faire usage du pouvoir d'interdire, censurer, éteindre la parole et le savoir. Cela m'a inspiré cette pensée évidente: une révolution n'est jamais finie et il ne faudrait pas que celle-ci manque de commencer. 60 enfants et adultes sont morts d'un cri rauque qui réclamait souveraineté, et il m'apparaît essentiel de commencer cette prise de parole par une pensée à leur égard et l'affirmation d'une certitude à l'égard de leurs proches: ils ne seront pas oubliés. À Dakar, au parquet, au cabinet d'instruction numéro 2, à l'UCAD, les mêmes corps, les mêmes âmes qui ont permis la commission des crimes qui ont amené à la mort de ces personnes demeurent. Les mêmes visages qui, pour certains, se tairent, tremblent, ont honte, mais pour d'autres, rient et sourient devant les caméras. Je pense à un ancien ministre de l'Intérieur. Censure, je pense à un recteur d'université. Et menace. Je viens en un pays où ceux qui m'ont fait kidnapper à 300 km de la frontière sénégalaise, en plein cœur de la Mauritanie, ont formellement encore entre leurs mains le pouvoir de me faire arrêter, enfermer, expulser. J'ai été, à mon arrivée, soumis à un contrôle approfondi de mon identité. J'étais venu un homme simple, sans privilèges, sans invitation des autorités, mais par 2 personnes qui avaient connu les géoles et qui sont pour moi des héros de l'humanité, dans le but de voir et de partager. Je n'ai demandé volontairement aucun passe-droit. J'ai pris mon siège au fond de l'avion, j'ai avancé sans rien réclamer, sans rien demander, et ce que j'ai vu des permanences du pouvoir et des menaces qu'il continue à faire porter sur le peuple m'a effrayé. Lorsque l'on est sans protection, sans robe, à égalité, avec les personnes qui n'ont pas de privilèges, qui n'ont pas eu la chance d'être protégées, l'on voit l'importance de démanteler ces structures de pouvoir et d'être sans tolérance à l'égard d'un quelconque excès, d'une quelconque violence qui n'aurait pas été réprimée. En ce pays que je considère aujourd'hui mien, ceux qui ont obéi n'ont pas été encore sanctionnés, et celui qui a ordonné que la mort se répande pour des violences politiques a été en mesure de quitter le territoire en jet privé et de jouir aujourd'hui encore de son impunité. Comment est-ce qu'il a pu payer ce jet privé, cet homme, dont les soldes sont pourtant publics et connus depuis près de 40 ans, et ne permettraient pas théoriquement de financer 1 heure de voyage dans cet appareil? Et qui est chargé aujourd'hui de rechercher quels sont les fonds qui l'ont financé? Je suis venu, chers amis, à égalité avec des confrères qui, comme moi, se sont sacrifiés pour une cause, tandis qu'en face, on payait jusqu'à 100 000 € l'audience des Français, des sorciers blancs, pour venir légitimer la répression et la violence qui s'abattait sur un peuple. Et j'ai vu des confrères accepter cet argent, accepter de servir de faire-valoir pour légitimer la mort, l'emprisonnement, la détention de citoyens innocents.
Je suis venu à égalité de telle façon que lorsque, amené à Nouakchott, j'ai été confié au service de renseignement de la Mauritanie, alors que l'on m'avait assuré que l'on m'amenait vers l'aéroport pour que je puisse rentrer en Europe. Après avoir réussi à échapper aux polices et gendarmeries de ces pays pendant 4 jours, avec l'aide de personnes glorieuses qui sont aujourd'hui à mes côtés et qui ont pris tous les risques pour me protéger. Après avoir pris une barque pendant 25 heures pour traverser l'Atlantique, pour sortir de ce pays sans nuire à mon client, sans par exemple en traversant la frontière malienne, de sorte que l'on aurait pu inventer un prétexte que je voyais déjà venir, consistant à dire que peut-être que tout cela était une opération d'influence de l'étranger, financée par les Russes et d'autres. On a bien vu comment le pouvoir précédent cherchait à instrumentaliser ces questions. Prêt à prendre le risque de la noyade pour m'assurer qu'à aucun moment, Ousmane Sonko souffrirait de notre démarche, d'une façon ou d'une autre, et pourrait faire l'objet de théories complotistes. Lorsque, réussissant cette démarche, après être rentré, comme me l'a rappelé mon confrère Bamba Cissé, légalement sur le territoire, sans faire l'objet d'aucune mesure qui ne me l'interdisait, et avoir participé à ses côtés, à celui de mon confrère Cheikh Khoureyshiba, qui, comme l'a rappelé Bamba, est celui qui a permis ma rencontre avec le peuple sénégalais. Après avoir donc dénoncé le procureur de la République, qui est encore aujourd'hui en poste, après lui avoir dit « Nous n'aurons pas peur, nous n'avons pas peur », nous avions réussi théoriquement à rompre cet encerclement et à avoir envoyé le signal dont le pays à ce moment avait besoin et dont mon client avait besoin. Car il est évident que si je suis venu au Sénégal à ce moment-là, alors que le procureur, justement, avait annoncé l'existence d'un mandat d'arrêt international, c'était d'une part parce que M. Sonko m'avait désigné lors de son placement en garde à vue pour une histoire funeste de téléphone portable qui s'était transformé en accusation de terrorisme. Rappelons-nous quand même du ridicule dans lequel ces autorités politiques avaient sombré. Et c'était évidemment par devoir, par le devoir que la robe m'imposait, c'est-à-dire de ne pas le laisser seul, alors que rien ne le justifiait. Et quand donc, séquestré par ces services de renseignement, qui m'ont mis une cagoule, qui, sans me présenter à un avocat, à une autorité consulaire, à un juge, m'ont menotté et amené depuis la capitale, Nouakchott, contrairement à ce qui a été dit, en toute illégalité, jusqu'à la ville de Rosso, puis placé sur un bateau qui est accosté de l'autre côté de la rivière, près de Vaches, parce qu'ils avaient peur que l'on me voie, parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était illégal, et qu'ils ont dû me traîner dans la boue du rivage pour m'amener dans des pick-up banalisés, entourés de mitraillettes, puis transférés à nouveau dans un autre convoi, avant qu'enfin, à Saint-Louis, on me convie à la BIP, et que je sois transféré à Dakar. J'ai compris que j'étais face à des gens qui ne jouaient pas selon les règles du jeu, qui ne respectaient pas le droit, qui ne faisaient pas qu'instrumentaliser le droit, qui avaient décidé de jouer avec les formes, de mentir, puisqu'ils diraient qu'ils m'avaient arrêté en traversant la frontière. Je peux vous dire, car les pêcheurs avec qui j'étais sont dans cette salle, et c'est, je pense, la chose la plus émouvante qui puisse m'arriver aujourd'hui, j'aimerais les saluer. Ces pêcheurs m'ont vu au moment où nous avons traversé la frontière maritime, où ils m'ont pu m'indiquer que nous n'étions plus dans des eaux territoriales sénégalaises. Le sourire qui m'a pris et la petite pensée que j'ai eue pour Antoine Félix Diome à ce moment-là, je peux vous dire que je ne l'oublierai jamais. Et nous avons continué pendant 8 heures. J'aimerais qu'il se lève. Ces héros anonymes que le maire de Sangalkam, Alpha Bokarso, a trouvés, qui ont eu le courage, et ils me l'ont avoué qu'à la fin, sachant parfaitement qui j'étais, de prendre ce risque, de partir pendant la nuit, longeant les côtes sénégalaises, passant à côté de l'île de Gorée, puis remontant jusqu'au fin fond de la Mauritanie, et ne s'arrêtant que parce que, après un échange de regards
un peu inquiets, voyant que l'eau commençait à monter dans la barque, on s'est dit, bon, il y a une sorte de belle construction bleue là dans le désert, peut-être qu'il est temps que l'on s'arrête à 100 km de Nouakchott, mais qui était prêt à continuer, et qui serait allé jusqu'au bout et qui aurait pris tous les risques nécessaires pour... Et qui donc, après ces 25 heures, nous ont amenés dans cet endroit-là, le savent. On était très loin de cette frontière maritime. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à mentir? Pourquoi est-ce qu'ils ont tenté de mentir? Parce qu'ils ont cherché à maquiller la réalité, parce qu'ils ont cherché à la rendre légale et à rendre notre geste illégal. Et donc, à partir de là, à tirer du droit une légitimité, non seulement pour me faire enfermer, mais une légitimité politique qui leur permette de perdurer. Or, ce qu'ils avaient fait, et c'est ce qui permettrait ma libération quelques jours plus tard, à savoir arrêter un avocat parce qu'il avait défendu son client, était inconcevable et inacceptable. Et le faire accuser à son tour de terrorisme, d'association de malfaiteurs et ainsi de suite, et lui faire encourir la perpétuité, dans le seul but non de l'effrayer lui, non de m'effrayer moi, mais de vous effrayer vous, et de vous montrer que ce pouvoir tiendrait contre une quelconque offensive, était quelque chose d'inacceptable et qui ne saurait être toléré. Et la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu, y compris des Gilets jaunes en France, y compris des Gilets jaunes, pour vous dire à quel point votre lutte a trouvé des échos loin des palais, loin des pouvoirs. Cette mobilisation a permis de me sauver, et quelques mois plus tard, de sauver tous ceux qui étaient alors encore enfermés. Lorsque je suis rentré à Rebeuss, j'ai décidé de le faire pieds nus, comme cela a été raconté, pour une raison très simple. Je considérais que j'étais face à des violeurs, des gens qui ne méritaient nul respect et qui n'avaient aucun droit sur moi. Et donc j'ai refusé d'avoir aucun lien à leur égard, de me dégager entièrement de leur part. Ce n'était pas un geste calculé. De la même façon que cesser de boire et de manger pendant ces 3 jours s'imposait, le fait de ne pas leur parler, si ce n'est pour dire cette phrase qui a été rappelée « Seule la lutte libère », n'était pas un choix, c'était une obligation, une évidence. Et quand je me suis retrouvé dans cette cellule, sur ce lit que Jamil Sané prendrait à ma sortie, dans un chassé-croisé extraordinaire, alors qu'il m'avait accueilli à Dakar, après qu'on se soit croisé dans la cave, souriant de se retrouver au même moment sans pouvoir se parler, évidemment, pour ne pas mettre en difficulté ceux qui nous avaient aidés. Après avoir réussi à sortir de toutes ces opérations de déstabilisation grâce au courage, j'allais dire à l'inconscience d'Alpha Bokarso, qui pendant ces 4 jours m'a protégé avec les siens, avec Ndion Lo, avec le lutteur Dolé qui est là, Usine Dolé. Avec Asrouma et Ngalou aussi. Vraiment, ce courage qui leur a coûté cher, qui leur a coûté la liberté, était fondamental. Ce n'était pas un caprice, ce déplacement. Il ne s'est pas levé. Ce n'était pas un caprice parce que, évidemment, ce que l'on cherchait à faire, c'était rompre, ce que l'on a toujours cherché à faire, c'était rompre l'impression d'impunité de toute puissance qui habitait alors ce pouvoir. On avait déjà réussi quelques semaines avant, collectivement, à faire reculer